Eh bien voilà, ça y est, c'est parti, Mars au féminin. On est parti pour une après-midi magique. Et puis Laetitia et toute son équipe ont organisé cette année un focus sur des hommes qui ont donné un coup de main ou aiment les femmes et n'ont pas l'habitude d'être comme la majorité, des fois violents, des fois dangereux pour elles. Et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Bien le bonjour Alain, comment ça va? Bonjour Antoine. Bonjour Laetitia. Bonjour Antoine. Premier plateau télé? Presque. C'est ça. Laetitia, Mars au féminin, combien d'éditions? C'est la 3e cette année. L'année dernière, nous étions déjà ici au Casino de Dieppe dans ce superbe salon de la salle du Ken pour mettre en valeur aussi des femmes qui s'étaient battues dans leur vie, dans leur esprit et plus si affinité. Ils avaient fait des bouquins. On a eu vraiment des belles personnes sur le plateau. Et cette année, pourquoi avoir décidé de mettre un focus sur les hommes alors que Mars au féminin, c'est féminin? Oui, Mars au féminin, c'est féminin, mais on ne peut pas s'exclure de la moitié de la population, on ne peut pas les exclure. C'est la première chose, et tous les hommes ne sont pas des salauds. Il y a des gens qui font des choses très bien, il y a des hommes qui sont engagés, soit parce qu'ils travaillent dans des structures identifiées, soit parce qu'ils ont un engagement personnel et qui font la promotion en fait des femmes qui sont sur des valeurs d'égalité et de justice. Donc je trouvais que c'était intéressant, plutôt que d'opposer les hommes et les femmes, de mettre une lumière sur des hommes qui ont une démarche d'égalité vis-à-vis des hommes et des femmes, en passant par la promotion, que ce soit du sport ou des dispositifs d'accompagnement, de les mettre en valeur et de donner un max d'infos. Laetitia, Mars au féminin, c'est beaucoup plus d'événements que cet après-midi. Vous avez déjà commencé. Comment s'est passé le spectacle de cette semaine ? Le spectacle s'est très bien passé. On a eu vraiment un magnifique spectacle. C'était très fort, c'était intense. C'était un spectacle qui traitait du viol comme arme de guerre, notamment au Congo. Mais c'est une réflexion beaucoup plus large avec de la danse africaine. Et vraiment, on a vécu une expérience mercredi soir. C'était vraiment très bien. Puis le public on a eu un peu de public, oui, et qui a réagi, qui a été très touché. Et parce que c'est aussi une expérience participative. Donc on a un très bon retour de ce premier spectacle de mercredi dernier. Mercredi prochain, un nouveau spectacle au théâtre aussi du Casino. Oui, mercredi prochain, c'est Clarisse Fontaine qui vient nous présenter son seul en scène qui s'appelle Cette petite musique que personne n'entend, qui est mis en scène par Joe Star. C'est un parti pris osé, mais que j'assume complètement, très osé, puisque en fait, on peut tout un chacun évoluer dans la société et avoir une action positive. Donc je plébiscite ce spectacle. Joe Star sera là? Oui. C'est plein, il reste encore des places? C'est plein, tout a été vendu ce matin à 10h30, c'était clos. Ça, c'est une belle aventure. Laetitia, je te présente un charmant garçon qui s'appelle Alain Leland. Alain... Enchanté. Bonjour. Alain. Alors, Alain, il va faire des manifs, mais il est retraité. Lui, ça y est, il a passé le pas, il est retraité. Tu as de la chance. Tu faisais quoi comme métier, Alain? Alors, pour l'histoire, je pouvais me nommer comme lapin, en fait, parce que j'écoutais les femmes. Donc, lapin, ça nécessite d'avoir des grandes oreilles. Et là, je ne suis pas habitué, moi, à avoir un micro et à parler, parce que pendant 32 ans, j'ai accompagné effectivement des femmes qui étaient dans le cadre des violences faites aux femmes, voilà, dans une association rouennaise, dans une structure d'urgence, voilà. Et donc, ça nécessitait effectivement d'avoir des grandes oreilles pour pouvoir être à l'écoute. Voilà. Alors, la difficulté aussi dans ce genre de structure, c'est quand on est un homme aussi. Comment on arrive à récupérer la parole de femmes qui ont vécu des violences ou qui ont été obligées de partir en urgence sur des problèmes de couple et qu'un homme les accueille? Eh ben, pour dire, ça n'a jamais posé de problème. En 32 ans de carrière, j'ai dû avoir 5 femmes avec qui n'ont pas voulu travailler avec moi.
Et quand je dis 5 sur les 5, il y en a 2 où même mes collègues femmes n'ont pas pu travailler avec elles. Oui, donc c'était un autre problème. Voilà, il y avait une problématique personnelle importante. Ça n'a jamais posé de problème. Et même en faisant de l'écoute, parce que dans mon travail qui était de l'hébergement, et on a monté un lieu qui s'appelait SOS Crise à une époque et maintenant qui s'appelle le PAVIF, où j'étais principalement à faire de l'écoute, en premier lieu et en première date de ces violences-là, ça n'a jamais posé de problème. À partir du moment où toi tu as l'écoute et tu as un regard et une attitude aussi bienveillante, les gens, ce qu'ils attendent en fait principalement, c'est que tu sois à l'écoute. Voilà. Donc que tu sois un homme, que tu sois une femme, à partir du moment où toi tu es bienveillant et que tu es à l'écoute, ça passe. Dans ces 30 ans de professionnalisme, un moment, quelque chose qui t'a marqué, où t'as dit je suis dépassé, ou je dois me faire aider, dis-moi tout. Alors, oui et non. Oui, dans un rapport de séduction qui a pu y avoir et de provocation effectivement qui a pu y avoir de personnes qu'on hébergeait, mais j'ai eu la chance et la place de l'homme n'a pu être possible dans ce service d'urgence que parce que mes collègues femmes étaient là. Et que tout de suite, face à ces problèmes effectivement de provocation que je subissais, j'étais jeune à l'époque, hein, j'avais 28 ans, donc j'ai les cheveux longs, j'ai plus de oui, tu avais des cheveux longs à cette époque-là. Mais parce que très rapide, tout de suite, on a pu mettre ça sur la table en supervision, on était supervisé pendant des années avec un psy quand même, et l'équipe a pu, en sachant qui j'étais aussi, c'est-à-dire me soutenir, et faire la part des choses et ne pas non plus se focaliser en disant de toute façon c'est un mec, donc de toute manière ce phénomène là il est naturel, etc. Juste pour dire qu'effectivement cette place dans une structure où je n'étais qu'avec des femmes, que pour des femmes, le phénomène de séduction n'était pas que dans un rapport hétérosexuel. J'ai des collègues qui ont eu à subir aussi des provocations de femmes hébergées et qui ont dû à gérer aussi des situations très très compliquées par rapport à ce phénomène de séduction. Pour préparer ce plateau, tu m'as dit que tu avais été régulièrement au Canada pour se former. Pourquoi ils sont en avance? Ils ont une autre vision des choses? Alors, dans le cadre des violences faites aux femmes, l'œuvre Normande de Mer avec qui j'ai travaillé a commencé en 1984 à la demande, à l'époque c'était la DAS, d'ouvrir une structure d'hébergement. Il y avait un centre maternel à Canteleu, il y avait une structure qui faisait de l'hébergement dans le cadre effectivement de ce qu'on appelait la réinsertion, et dans les années 80 les assistantes sociales etc. se retrouvaient face à une multitude de femmes qui arrivaient dans leur bureau en disant ça suffit, j'en ai marre, je veux partir, ou telle autre aussi qui était mise à la rue. Et donc il y a eu une commande entre guillemets de la DAS à cette époque-là pour l'ouverture d'une structure d'urgence. Il faut rappeler qu'en 80 on était en France, on était peut-être 4-5 structures d'urgence à ouvrir. Donc en fait, on ne connaissait rien à ça. De l'urgence. De l'urgence et de l'accueil et du travail qu'on pouvait faire auprès des femmes. Des femmes, oui, dans l'hébergement, mais autour de la violence faite aux femmes, c'était très très compliqué. Alors on s'est mis en lien, on a créé effectivement des rencontres. Moi j'étais souvent à Lyon, à Lyon et Paris, où il y avait des structures qui se montaient. Et effectivement à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de partir au Québec, parce que au Québec il y avait déjà des structures d'écoute pour hommes violents. Il y avait des centres d'hébergement et ils avaient effectivement beaucoup plus d'ancienneté, et donc on a pu récupérer plein de notes, plein de documentation pour nous permettre effectivement de structurer un peu cet hébergement-là. Mais tu disais qu'en allant au Québec, en tant qu'homme pour écouter les femmes, c'était pas aussi simple que ça. Alors, non. Et puis, donc dans ces années-là, il y avait effectivement un mouvement féministe qui était beaucoup plus fort et beaucoup plus, comment
virulent qu'il pouvait y avoir en France. Et à tel point qu'il y a eu des moments donnés, il y a eu des excès aussi dans ce mouvement-là. Ce que je pouvais travailler et la confiance qu'avaient mes collègues et les femmes hébergées, etc., n'a pu être possible pour ma part qu'en France. Au Québec, ça n'aurait pas été possible parce qu'il y avait une image de l'homme tel qu'il était, et ils ont eu des histoires effectivement avec des massacres effectivement de femmes par des hommes, etc., excessivement violents, qu'ils ont fait une espèce d'amalgame, et il n'aurait pas été pensable pour les Québécois et Québécoises surtout, de laisser un homme seul avec une femme ou même des collègues. Il aurait fallu que la porte du bureau soit ouverte, etc. Il y a eu des et je me souviens dans l'histoire, il y a eu quelques années plus tard, Denise Bombardier, qui est une écrivaine et une journaliste québécoise, qu'on a vue effectivement dans le cadre des violences faites aux femmes dans un colloque à Saint-Malo, et qui était donc l'invité principal. Et je me souviens de ce qu'elle a dit, et ce qui était intéressant, c'est que pour elle, c'était un plaisir de venir en France, parce qu'on pouvait se dire bonjour, on pouvait même se faire la bise entre hommes et femmes. Ce qui était à l'époque pour elle impossible. Il y avait toujours dans la tête une connotation comme si effectivement un homme allait faire la bise ou allait se retrouver dans un moment donné avec une perversion. Il n'y avoir que quelque chose qui allait dévier, et c'était pas possible. Ceci étant, au-delà de ça, c'est vrai qu'ils ont été, et à contrario, quoique ça fait 6 ans que moi je l'ai arrêté, mais il y a des choses que je sais aujourd'hui encore, c'est qu'ils ont été les premiers aussi à faire tout un travail autour des hommes violents. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait la protection des femmes dans des structures telles que nous, on en connaît en France, et qui existent en France. Mais ils avaient quelque chose en plus qui était le travail sur ces auteurs-là. Et ils avaient des lieux d'écoute, ils avaient des thérapies, ils avaient des protocoles qui étaient faits, où la femme et les enfants étaient mis à l'abri, et le mec avait l'injonction judiciaire de se rendre dans des lieux d'écoute et dans les lieux thérapeutiques pour travailler sa violence. Ce qui, au jour d'aujourd'hui, encore en France, est très très compliqué. Et il y a eu des expériences dans le nord de la France, etc., avec des juges qui ont, à Douai, entre autres, je cherchais le nom, c'était à Douai, où il y a eu des protocoles, où il y a des centres ou des lieux d'hébergement pour hommes violents, où la femme est maintenue dans son domicile et lui est extrait, et il a l'obligation effectivement d'un travail thérapeutique, mais ça reste encore très 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 partiel. Et si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ça, parce qu'en fait on est dans une trilogie. Effectivement, il y a un travail à faire très très important de protection au niveau de la femme. Il y a un travail très très important de travailler aussi sur les souffrances, et qui ont amené effectivement la colère et la violence de ces hommes. Mais on en oublie encore un troisième, ce sont les enfants. Ce qu'on appelle les enfants exposés, qui eux voient papa et maman se mettre dessus, maman pleurer, papa crier, etc., etc. Ce qu'on appelle le dommage collatéral. Et voilà. Et de ça, ce qui, pour le regret, ayant passé 32 ans à l'ONM, j'ai pu retrouver, et ça a été dur, des jeunes filles que j'ai connues bébés, et qui, quelques années plus tard, sont revenues à SOS Crise ou au Pavif, mais en tant que mère. Et à un moment donné, c'est de se dire, mais on se connaît. On s'est déjà vu quelque part. On s'est déjà vu quelque part, on a une histoire. Ah oui, monsieur Alain, et claquer un truc. Et de retrouver ces filles, femmes et mères, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Oui, ça, tu prends un petit coup là. Il y a quelque chose de la répétition qui est difficile, c'est de se dire quand est-ce qu'à un moment donné ça va pouvoir s'arrêter. Et si ça peut s'arrêter. Je sais que Laetitia, tu es attendue parce qu'il y a ton assistante qui t'a fait des coucous. Est-ce que tu as une question à poser à Alain où on te libère dans tes obligations? Non, je voudrais juste te dire que ça avance, mais c'est très long. Les moyens qu'on alloue à cette cause sont très insuffisants. Néanmoins, sur le territoire, alors aujourd'hui l'ONM n'est pas présente, alors que c'est un partenaire habituel. Voilà, l'œuvre normande des mères qui donc accueille un dispositif de prise en charge des auteurs de violences. Donc il y en a 3 en Normandie, il y en a un au Havre, un à Rouen, un à Dieppe. Et donc il y a un travail qui est fait sur ordonnance du tribunal,
sur jugement. Et donc c'est très important ce dispositif puisque ça permet de faire descendre la récidive, ça permet de travailler avec les hommes, de comprendre, mais surtout que eux comprennent pourquoi ils ont leur violence en eux, pourquoi ils ont ces schémas. En fait, on veut éradiquer la reproduction des schémas patriarcaux, violents, etc. Et donc c'est un dispositif qui se met en place. On espère avoir plus de moyens pour le territoire de façon à pouvoir encore mieux travailler. Donc merci de cet engagement. Tu vois, il y a plein d'hommes qui travaillent auprès des femmes, mais aussi des hommes. C'est ça. Ouais. Ouais, puis donc oui, non, mais c'est indispensable. Maintenant, effectivement, on est dans une société où toutes les représentations sont quand même très violentes. Il suffit de regarder, juste avant de partir, des plateformes de vidéos, de films, etc., où tu vois que le top 10 des films qu'ils proposent sont que des films de violence avec des armes, des rapports à la violence, à l'agressivité, etc. Donc là, il y a quelque chose aussi. Comment les jeunes aujourd'hui peuvent aussi grandir dans un climat qui n'est pas un rapport de force, hein? Plus de 30 ans avec les femmes. 32 ans, oui. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire encore aujourd'hui, ou quel est le message quand c'est vrai que professionnellement on est entre nous, on n'en prend pas la gueule quand même, surtout quand on voit l'enfant qui devient maman et que tu l'accueilles. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces femmes ? Devenez plus autonome, affectivement, psychologiquement, développer effectivement des compétences, hein, pour ne pas être dépendant. Ça te va ? Oui, ça me va. Ça passe par l'éducation et la formation. On est bien d'accord. Et moi, je dis toujours qu'il faut qu'on soit libre, autonome et indépendante, parce que c'est connecté aussi à la réforme des retraites, hein, on voit bien qu'il y a plein de femmes qui ont travaillé avec et pour leur mari, qui sont dépendantes, ou quand elles divorcent, elles peuvent pas ouvrir leurs droits, et elles ont des retraites de misère. Voilà, donc c'est compliqué à tous les âges de la vie. Quand on n'a pas un job, quand on n'a pas d'autonomie, on peut pas avoir son propre appart. On est dépendant. On est dépendant, et il faut absolument que les jeunes filles soient autonomes pour devenir des femmes pleinement épanouies et décider de leur vie. Ça, c'est primordial. Il y a la deuxième chose aussi qui est l'indépendance affective. Parce que nombre de gens qui, malgré tout, retournent avec leur conjoint, parce que c'est le père des enfants, parce que, etc. Petites filles, elles ont fait un rêve, un prince charmant, etc. Et que l'acceptation, effectivement, des violences, ça, c'est stop. Ça, c'est non. Et qu'elles sont capables, effectivement, professionnellement, bien sûr, c'est un soutien, mais aussi travailler sur cette dépendance affective dans laquelle elles sont, et cette société aussi qui bâtit sur le mariage, sur des chimères, et voilà. Ce sont des schémas. Ouais. Des schémas qu'il faut qu'on dépasse, qu'on réinvente. Puis moi, j'ai toujours leitmotiv de quand un homme, une femme ou un couple se met en place, il faut que ce soit une plus-value et pas une moins-value. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit dépendant de l'un ou de l'autre. Sinon, à un moment donné, il y a un déséquilibre et après arrivent les dérives qui arrivent, quoi. Tout simplement. Merci à tous les deux d'être passés. Merci à vous, Antoine. On adore ce que vous faites, et puis on se retrouve. Je crois que mes deux prochains invités sont là, avec le sourire, un peu moins tendu qu'au départ, mais on les retrouve tout de suite. Je vous laisse la surprise. Allez, à tout de suite.